Les amis, ils sont un peu dispersés partout. On a les hommes de l'ombre qui ont organisé cet événement encore à deux. Marc et Alex, bravo. On entend encore les marins, est-ce qu'ils sont... C'est qu'il y a encore des timides qui se cachent. On va les déloger là. Continue. Et voilà. Si, oui. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut demander à l'équipe publique ou ceux qui sont derrière les caméras de rejoindre? On a déjà Olivier qui est là, Pierre, est-ce qu'il Pierre, le réalisateur de ce super film. Ça fait tout le monde, voilà. Je vous avais dit qu'on était nombreux. Merci pour ça. Bon, merci beaucoup. Alexandre, peut-être à quelques mots à nous dire pour remercier un peu, j'imagine, toute l'équipe derrière toi. Ouais, bah c'est toujours un super moment de pouvoir partager ça avec l'équipe, parce que c'est vrai que dans les films, dans les articles, dans les photos, on ne peut jamais être tous ensemble, c'est compliqué, et du coup c'est toujours hyper important de pouvoir vous montrer que en fait, derrière il y a beaucoup de monde, et il n'y a pas que ça, il y a encore une équipe sur le plateau, Philippines actuellement, il y a une équipe à Dakar, on va en parler, voilà, c'est tenu un gros bébé. On va parler de tout ça. Merci à tous. Je vais juste demander à Pierre, Benoît, Aïta, Morgane de Plastique Odyssée de rester sur scène. Et je vais inviter aussi plusieurs entreprises partenaires à monter sur scène. Clarins, Rimvol et l'Occitane, s'il vous plaît. Merci. Sur l'île d'Henderson, j'imagine que ça n'a pas du tout été facile à tourner. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ça? Ouais, ça a été un défi, dans le défi en fait, parce que nous on a la chance, moi j'ai la chance avec une équipe, une petite expédition au sein de l'expédition, de suivre l'aventure du navire depuis 2 ans maintenant. Quand Simon et Alex m'ont dit l'année prochaine on part sur une île déserte où on peut être que 12, où il n'y a pas à boire et pas à manger, et où le premier contact avec l'être humain est à 4-5 km. Je me suis dit waouh, pour aller tourner un film là-bas ça risque de pas être simple, mais en même temps super excitant. Donc on a travaillé avec une équipe ultra légère, ultra mobile. Je voulais remercier, j'en profite d'avoir le micro pour remercier Pascal, Olivier, Valentin qui m'ont aidé à faire ces images, Nicolas qui a travaillé sur le montage. Il y a toute une équipe derrière, une équipe des gens bien avec toute son équipe. C'était une aventure pour nous qui a duré presque 1 an, parce qu'on a fini le film il y a seulement 1 mois. Et donc oui, c'était compliqué, on avait des galères, et puis surtout on ne savait pas du tout ce qu'on allait ramener. Partir dans ce monde, Canal+, qui est la gentillesse de nous suivre sur ce projet-là. On leur a dit, bah, nous on part, mais on ne sait pas si ça va marcher. Personne ne savait vraiment ce qui nous attendait là-bas, et comme tu avais décidé, heureusement, que ça a été aussi apprécié. Donc c'était un avantage pour nous, mais en tout cas, c'était une expérience au-delà du tournage lui-même, c'était une expérience qui nous a tous marqués profondément. L'équipe, voilà, et tous ceux avec qui on a partagé ces moments sur l'île, en voyant là qu'on y retourné l'espace d'1 heure, et ça remonte plein de choses. Donc c'était très puissant, c'était une expérience très forte. Et vous aviez mis tout votre budget vraiment sur ce projet Non, on n'a pas mis tout notre budget sur la partie de tournage qui correspond au Pacifique. Le problème qu'on avait, c'est qu'on pouvait y être sur un temps très limité. Donc on savait que la fenêtre de tournage elle était d'1 mois, avec une semaine sur place. Donc
Donc il fallait que ça marche, il fallait qu'on revienne avec une histoire à raconter. Et heureusement, ça s'est révélé encore plus génial sur place que ce qu'on avait imaginé. Beaucoup d'investissement pour un superbe résultat. Et justement, on va rester sur cette île d'Henderson. On se demande un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis votre passage. Est-ce que d'autres déchets plastiques sont revenus? Dans quel état se trouve l'île exactement aujourd'hui, Simon? Alors oui, on peut imaginer qu'il y a encore des déchets qui s'échouent. Comme on le disait, en 5 ans, on a trouvé 3 tonnes. Donc c'est beaucoup, à la fois c'est quand même peu par rapport aux 10 tonnes qu'on a ramassées. Donc on se dit que finalement, des missions comme celle-là, tous les 5-10 ans, ça vaut le coup. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, ça ne demande pas beaucoup. Ça nous a demandé un peu d'énergie, mais on n'était que 10 pendant une semaine. Donc on se dit, il y a quelques îles comme ça qui sont des joyaux de biodiversité, c'est les derniers sanctuaires sur Terre. Allons au moins les dépolluer avant que ce plastique se dégrade en petites particules et que ça soit trop tard. Là, on s'est retrouvé comme dans des situations avec des filets de pêche qui étaient tellement dégradés que le sable était devenu vert de particules. Donc, si on arrive avant, parce que là c'est depuis des dizaines et des dizaines d'années que ça s'échoue, si tous les 5-10 ans on arrive à retourner sur ces endroits-là et à redépolluer, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et par exemple, les habitants de Pitcairn veulent y retourner à leur tour en vous imitant? Alors c'est ça qui est marrant, c'est que sur Pitcairn, ils avaient investi dans un gros broyeur bien plus gros que ce qu'on a sur le bateau. Ils l'avaient jamais démarré parce qu'ils n'avaient pas réussi à récupérer les déchets. Et donc là, ça y est, maintenant le broyeur tourne, on peut imaginer qu'ils peuvent aller récupérer une fois de temps en temps les déchets pour les broyer. Parfait, merci à toi. Et pour voyager jusque sur cette île d'Henderson, vous n'êtes pas allé avec un bateau à voile. Il a fallu émettre forcément un peu de CO2. J'invite maintenant Monsieur Jérôme Bellin à peut-être se mettre juste au centre. Donc vous êtes cofondateur de Removal et vous avez donc mesuré avec précision combien de CO2 exactement ont été émis lors de tous ces déplacements, de toute cette expédition. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais remercier l'équipe de Plastic Odyssey de nous avoir fait confiance pour être notre partenaire. Nous, on travaille principalement sur des projets carbone, mais on est aussi très sensible à l'enjeu de la pollution plastique. Et on est très fiers d'accompagner Plastic Odyssey dans leur démarche de mesure de leur propre empreinte environnementale et surtout de les accompagner dans la manière de pouvoir le réduire et puis d'atténuer cette empreinte environnementale. Donc on a travaillé sur un premier volet qui est la mesure de l'empreinte carbone de l'expédition. Pour faire cette mesure d'empreinte, on a travaillé avec une méthodologie qui est reconnue internationalement qui s'appelle le GHG Protocol, le Greenhouse Gas Protocol, qui est compatible avec la méthodologie bilan carbone de l'ADEME, et on a utilisé les facteurs d'émission de la base carbone ADEME. Et donc le périmètre qu'on a retenu pour mesurer cette empreinte carbone, donc on parle de l'empreinte carbone de l'expédition, ça comporte principalement le carburant qui est utilisé par le navire et le déplacement des équipes et des marins. Donc voilà en termes de méthodologie. Donc pour le périmètre, le scope, je l'ai expliqué. En termes de durée, on a calculé l'empreinte carbone depuis le début de l'expédition. C'est octobre 2022. Donc voilà, point de vue méthodologie. Et donc en termes d'empreinte, ça représente donc sur les 2 années depuis octobre 2022 un petit peu plus de 1600 tonnes équivalent CO2, à peu près 870 tonnes équivalent CO2 par an. C'est quoi la plus grosse empreinte carbone? C'est le carburant du bateau? Alors la plus grosse partie, c'est le carburant du bateau. Pour les soutages, ça représente plus de 90%, 91% je crois, des émissions de gaz à effet de serre liées à l'expédition, sachant que le reste, c'est principalement les déplacements des équipes et des marins. Et puis je tiens à préciser que Plastic Odyssey fait aussi beaucoup d'efforts pour réduire leur empreinte environnementale. Il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place pour essayer de réduire l'empreinte, notamment sur les déplacements, mais aussi sur le reste, notamment la mise en place des repas. Je crois qu'à bord du bateau, il y a beaucoup de repas sans viande, végétariens, quasiment la totalité, je crois. Donc voilà, ça c'est pour la partie mesure de l'empreinte. Parfait. Et alors l'objectif justement de tous ces calculs, c'était de compenser ce CO2 émis. Et alors comment est-ce que vous avez procédé? Alors donc en fait pour compenser les émissions de gaz à effet de serre, on a décidé ensemble avec l'équipe de Plastic Odyssey de soutenir 2 projets.
un projet de développement de l'énergie solaire en Inde. Donc c'est un projet qui a permis en fait de mettre en place 30 centrales solaires dans 5 États, notamment Gujarat, Telangana, Rajasthan, Maharashtra. Donc ça c'est pour le premier projet. Et pour le deuxième projet, on voulait aussi avoir un lien direct avec la thématique des océans, qui nous tient à cœur chez Alinovo et bien évidemment à toute l'équipe de Plastic Odyssey. Donc on a décidé de soutenir un projet de Blue Carbon, carbone bleu, donc en lien avec les océans, qui est un projet de restauration des écosystèmes côtiers. Donc un projet de restauration de mangroves qui est localisé au Pakistan, dans le delta du fleuve Indus, qui est une zone à la fois très sensible et très sujette au changement climatique, et qui est aussi un point très fort de biodiversité, un spot de biodiversité. Ces deux projets sont des projets qui sont certifiés par des standards reconnus au niveau international, notamment le Verified Carbon Standard. Le projet de restauration de mangroves au Pakistan, il a une double certification. Il est certifié aussi par un standard qui s'appelle CCB, Climate Community and Biodiversity, qui permet justement de mesurer l'empreinte, les impacts positifs du projet en termes de biodiversité. Ça a été dit pendant le film, c'est aussi un sujet, le carbone et le plastique, c'est des sujets qui ont un impact fort avec la biodiversité, donc ce projet avait beaucoup de sens par sa dimension, le lien avec les océans et aussi la dimension de biodiversité du projet. Okay. Et au-delà de tous ces calculs de bilan carbone de Plastic Odyssey, vous vous intéressez aussi à un autre calcul qui est celui de l'empreinte, on va dire, positive des usines de recyclage, en fait, qui calcule un petit peu le CO2 évité grâce à ces usines pour recycler le plastique. Exactement. C'est le troisième volet de notre partenariat. Donc ça, c'est un travail qu'on démarre. C'est la mise en place d'une méthodologie de calcul qui va permettre de mesurer précisément les émissions de gaz à effet de serre évitées liées à la production de plastique recyclé. Donc il y a tout un travail méthodologique à faire, mais on peut déjà donner quelques ordres de grandeur. On sait que le plastique recyclé en fait émet 2 fois moins de carbone que du plastique vierge. Et pour chaque tonne de plastique recyclé, on va économiser en moyenne 2 à 3 tonnes équivalent CO2 par rapport à la production d'un plastique vierge. Voilà, donc c'est tout un travail méthodologique qu'on est en train de monter. On veut pouvoir faire ça pour calculer toutes les émissions de gaz à effet de serre évitées sur les micro-usines. Ça a été un petit peu évoqué aussi. Il y en a au Sénégal, il y en a dans plein d'autres pays. Voilà, c'est super et on va permettre de valoriser en plus du recyclage du plastique toutes ces émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à cette démarche. On va en parler justement de ces micro-usines. Je me tourne désormais vers vous, Guillaume Lescourège. Vous êtes directeur développement durable de Clarins. Alors, au-delà de soutenir l'expédition de Plastic Odyssey, vous vous êtes intéressé à la création d'une usine en particulier qui se situe à Saint-Louis, au Sénégal. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, j'ai envie d'abord dire enfin, ça y est, on a une première usine qu'on a pu amener et financer grâce à vous. On s'est dit oui en mai 2017, on était sur l'île au Glénan et on avait un projet sur un papier. Christian Courtin, Clarins, qui est président du conseil de surveillance de Clarins, a dit ok, on y va. Comme pour Solar Impulse, il y avait ce feeling de dire on est avec un équipage qui va vouloir transformer les choses, et avec des faiseux plutôt que des diseux. Et enfin, ça y est, on a ce projet qui se concrétise, qui est en train de monter en échelle. Donc oui, effectivement, cette première implantation d'usine, et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi, grâce à Clarins, qui permet justement d'extirper ce plastique qui nous étouffe par l'entrepreneuriat, la réplicabilité, la montée en échelle, et puis avec des low-tech. Donc ça aussi, c'est plutôt intelligent si on veut baisser notre impact. Oui, c'est ça, c'est une usine qui fonctionne avec l'énergie solaire, en fait, c'est ça la particularité. Ça participera effectivement en plus à continuer à baisser son impact, et dans un pays qui en plus a besoin de créer son économie, on a vu en reportage aussi cette baisse drastique de la ressource halieutique. Donc il faut trouver aussi un développement économique différencié. Et ce projet qui, j'espère, va se démultiplier aussi pour le pays, va permettre de créer en fait des ressources pour le pays, éviter aussi potentiellement tous ces jeunes hommes qui partent à la mer pour essayer de trouver un futur meilleur. En fait, on peut le créer aussi dans le pays dans lequel on vit. Et cette usine vient tout juste d'être inaugurée, je crois. Tout à fait.
tout récemment. Merci à vous. Alors aujourd'hui, c'est presque une dizaine d'usines de recyclage de plastique qui sont implantées dans le monde. Benoît, c'est toi le spécialiste. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où sont ces usines exactement et surtout, quel est leur modèle économique? Oui, alors aujourd'hui, donc, on en a effectivement 7 qui ont été déployées, donc celle de Saint-Louis évidemment. On a 2 qu'on a déployées avec Delphinium, qui est un partenaire historique du bateau, aux Philippines. Une zone hyper intéressante, très dynamique, avec 20 000 lignes, donc un potentiel énorme. On a laissé là-bas Maxime, qui est le pilote de la moto, pour qu'il porte ce projet-là sur place. On a un beau projet qui démarre en Indonésie, et puis on a voilà, Guinée, Togo, Djibouti, et au Sénégal, effectivement, on a le gros de notre équipe et du développement de notre savoir-faire. Nous, ce qui nous obsède, c'est qu'un jour, on a fait un calcul excellent sur un coin de table à se dire, en fait, il nous faudrait 50 milliards d'euros pour résoudre le problème à l'échelle. Notre question maintenant, c'est quel est le chemin pour y arriver, pour traiter ce problème-là à cette échelle-là. Et ça démarre notamment à Dakar, à essayer de faire un lieu où on va apprendre ce métier-là, et surtout apprendre à le faire par des gens, puisqu'aujourd'hui on commence à avoir de bons résultats, et maintenant il faut qu'on arrive à le transférer, et donc là-bas on a un gros défi. Et du coup je suis aussi ravi de pouvoir passer la parole à Hightech, qui est la directrice de la filiale au Sénégal. Au Sénégal, du coup, les résultats sont vraiment importants parce qu'on a la consommation d'un demi-million, c'est ça, de Sénégalais, d'habitants de Dakar, qui est finalement recyclé, la consommation de plastique. Oui, aujourd'hui, en plus, c'est des économies qui sont en croissance et avec une démographie qui explose. Donc c'est un problème qui va devenir de plus en plus important. Et c'est sûr que de trouver des solutions pour que ce plastique soit fixé à terre, et en plus, c'est un pays où l'emploi des jeunes est fondamental. On a une population qui double tous les 20 ans. Donc trouver des systèmes comme ça qui vont pouvoir créer de l'emploi avec un impact positif sur l'environnement, la santé des gens, c'est évidemment très important. Et donc Aïta, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment fonctionnent ces usines aujourd'hui au Sénégal? Bien sûr, c'est une histoire qu'on est en train de créer actuellement au Sénégal. Nous sommes à peu près 30 employés directs créés grâce à cette micro-usine avec beaucoup de différents métiers actuellement, d'où la création de ce beau catalogue que vous allez voir dans le hall. Et oui, nous avons implanté les 10 micro-usines, Inch'Allah, au Sénégal. Alors, cette aventure ne se vit pas uniquement dans les... Ouais, voilà, on a quelques images vraiment des objets fabriqués par ces usines. Cette aventure ne se vit pas uniquement donc, dans les villes visitées par le bateau de plastique Odyssée, qui poursuit en ce moment sa route en Asie. Il se passe aussi des choses ici en France. On a plusieurs projets prévus, c'est ça, pour 2025. Alexandre, si tu peux nous en dire un mot. Oui, c'est vrai qu'on faisait beaucoup d'événements en France avant de partir autour du monde. Puis après, on a marqué les amarres et on en a fait moins. Donc on avait fait un Olympiade l'année dernière. On était très heureux de retrouver tout le monde au même moment. Cette année, on a fait les fouilles bergères. Et donc l'année prochaine, on va commencer à rythmer un peu plus pour préparer le retour du bateau. Parce que quand même, un jour, il va revenir, j'espère. Et du coup, on a quelques événements un peu clés. Donc, le premier rendez-vous que je peux vous donner, c'est d'abord pour revoir et partager ce film sur Canal+ Doc le 5 février en prime time, et puis le 6 sur Canal+. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Ensuite, on a en avril Changelab, on va participer ici à Paris. Puis ensuite à Nice, et Monaco et Nice avec l'UNOC, la conférence, la conférence de l'ONU sur l'océan, pour la fois en France. Donc c'est un peu des événements importants en France. Puis on se déploie aussi, on essaie d'étendre notre communauté outre-Atlantique. Donc on crée une équipe, en tout cas une communauté aux États-Unis. Donc pareil, on va avoir des événements en février à San Francisco, peut-être un peu plus tard à New York. Donc, on crée, il y a des gens qui nous ont rejoints, Fabien, je ne sais pas si
Alors là, Damien qui nous aide beaucoup aussi. Et puis voilà, on est en discussion avec pas mal de monde pour faire grandir, comme disait Simon, ces projets de clean-up après l'expédition. Ok, donc des projets qui se tiennent en parallèle en France et aux États-Unis, pas que sur le bateau Plastic Odyssey. On va revenir au bateau justement. Morgane, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quelles sont les escales qui sont prévues là pour l'année 2025? Oui, alors actuellement le bateau est aux Philippines jusqu'à début janvier, après un mois passé sur place et 2 belles inaugurations de nos premières micro-usines en Asie. Le bateau, on continue notre route en Asie, donc on va se rendre sur la baie d'Along en janvier, qui est aussi une zone patrimoine mondial de l'UNESCO, mais extrêmement touchée par la pollution plastique. Ensuite, on se rendra en Malaisie, et ensuite, très gros morceau, on passe le mois de mars en Inde. Donc énorme challenge pour nous en Inde pour découvrir énormément d'idées, d'innovations et aussi continuer notre programme de formation. Ensuite, on sera dans l'océan Indien pendant quelques mois où là, on se focalisera sur des missions scientifiques de mesure de la pollution dans ces zones-là. Et ensuite, passage du Cap de Bonne-Espérance et retour vers la France pour clôturer ce beau voyage de 3 ans début 2026. Et voilà, du coup, un retour prévu pour quand exactement, sinon en France, en 2026? Bon, l'idée, c'est de viser le printemps 2026 et de pouvoir avoir une belle période de plusieurs mois jusqu'à début de l'été. On va pouvoir justement passer du temps, faire des événements dans plusieurs villes en France et accueillir tous ceux qui n'ont pas pu voir le bateau, qui vont redécouvrir le bateau qui a complètement évolué et toutes les initiatives qu'on a découvertes. Les objets? Ouais, c'est ça, les alternatives au plastique, l'atelier de recyclage qui va sûrement bien évoluer. Et donc on va vraiment avoir ce temps fort-là pendant plusieurs mois de retour du bateau avant potentiellement de partir pour de nouvelles aventures. D'autres voyages. Et nous avons tous hâte du coup de découvrir ce bateau que nous suivons depuis plusieurs années désormais, de visiter. Je me tourne vers une personne qui l'a déjà visité récemment, Adrien Gégel. Vous avez eu la chance donc de monter dessus. Venez. Vous êtes le PDG de l'Occitane, donc le partenaire principal de cette expédition. 2026, ce ne sera pas la fin, mais l'étape importante d'une aventure dont vous avez fait partie dès le début. Et c'est à vous que je laisse conclure cet échange, étant donné que c'est une aventure que vous avez vraiment suivie de près. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc, en 2018, donc un peu après quand même, Clara, c'est la première fois que j'ai entendu donc, parler de Plastic Odyssey. Et donc, quand j'ai vu l'équipe arriver, j'ai d'abord cru que j'avais des collaboratrices qui étaient tombées amoureuses de Simon. Mais en fait, l'idée était vachement cool. Et donc, comme l'idée était géniale, je me suis dit que ça valait le coup de vous suivre à fond. Et puis, je me souviens, en 2021, à Marseille, il y avait l'IUCN, donc c'est le Congrès mondial de la nature, et puis j'ai vu Simon, qui était complètement effondré, dépité, et qui me disait, bon bah, en fait Adrien, on va avoir encore 1 an de retard sur le projet. Et puis là, j'avais ma directrice financière qui me disait, non mais Adrien, là, stop. En fait, c'était rigolo, ils vont jamais partir, laisse tomber, arrête. Et puis, bah non, j'ai quand même décidé de continuer à vous soutenir. Et puis, bah voilà, quand je vois maintenant tout ce que vous avez fait, bah, d'abord merci. Merci. Et moi, ce que je trouve formidable dans tout ce projet, c'est que vous êtes une formidable source d'inspiration pour tout le monde. On l'a entendu plusieurs fois. Vous êtes une source d'inspiration pour l'ensemble de nos équipes chez l'Occitane. Et puis, continuez comme ça. Merci. Bon, mais c'est l'heure de boire un verre avec vous, alors.
qu'on s'est privé pendant la première partie. On va pouvoir vous retrouver tous les deux, toutes les parties.